Ce soir, à l'émission, pour les chambres de commerce et d'industrie de la région, c'est aussi la rentrée. Toujours dans une pensée un peu favoriser l'achat local en premier lieu, mais peut-être à plus large échelle. On souligne les 25 ans du département d'agriculture et d'horticulture au Collège Lionel Groulx. Les étudiants ont implanté toute la production en mai dernier. En entrevue, je reçois l'écrivaine Madeleine Fortier pour la parution des contes du Pourquoi. Un conte étiologique ou un conte du Pourquoi, c'est un conte qui raconte les pourquoi, l'origine des choses. Oui. Je m'entretiens également avec Ariel Rétamal qui nous parle PME et exportation. Les entreprises, les PME exportent beaucoup, mais elles exportent beaucoup sur un seul pays. Enfin, Laurence Bourgeois nous propose L'Appel du lac, une pièce à l'affiche du Centre de création de Boisbriand. On va citer à l'histoire d'une jeune femme qui va se voir tirailler entre l'appel de la grande ville, mais l'attachement qu'elle a pour sa région natale. Bienvenue à Accès local. Jeudi 26 septembre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, septembre, c'est aussi le moment de la rentrée pour les chambres de commerce et d'industrie. Il y en a quelques-unes dans la région. Vous êtes allé à leur rencontre. Oui Claude, peut-être commencer par rappeler un peu la mission d'une chambre de commerce au sein d'une communauté pour les téléspectateurs qui ne baignent pas peut-être nécessairement dans le monde des affaires. Donc c'est un réseau d'entreprises sous forme associative qui offre du soutien aux entrepreneurs locaux, mais aussi des occasions de réseauter, de trouver des partenaires, des fournisseurs et des distributeurs, par exemple. Cassandra Thériault, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Rivière-du-Nord, nous explique comment ce regroupement des entreprises dans une région peut avoir un impact positif sur la communauté. On l'écoute. Donc, ça va avoir un impact au niveau, oui, du développement économique d'une région. Ça peut avoir un impact important au niveau de l'employabilité. Ça peut avoir un impact au niveau du développement de la vie communautaire autour là, de ces pôles-là là, d'entreprise. La Chambre de commerce de la Rivière-du-Nord, qui est une des plus anciennes chambres de commerce du Québec, fête ses 125 ans cette année. La Chambre de commerce de Thérèse de Blainville a aussi un anniversaire à célébrer cette année, c'est 40 ans. Donc, c'était le thème de leur soirée de lancement le 11 septembre dernier. On peut écouter à ce propos Marie-Noëlle Closson-Duquette, présidente de la CCI-TV. C'est l'occasion de souligner nos bons coups, se rappeler des souvenirs, penser à ça à travers quoi on a passé au cours des 40 dernières années. On va aussi lancer un nouveau logo à l'occasion de notre 40e. On va le véhiculer sur les médias sociaux. Et quel genre d'activités sont prévues dans les programmations là, des chambres de commerce? Alors, que ce soit à Thérèse de Blainville, dans le coin de Rivière-du-Nord, à Deux-Montagnes ou à Mirabel, Claude, les activités des chambres de commerce sont assez semblables. Des rendez-vous de réseautage, des formations offertes aux membres et un gala annuel. On retrouve aussi des ailes jeunesse pour les membres de moins de 40 ans et des activités spécifiquement pour les femmes en entrepreneuriat. Les chambres de commerce sont aussi appelées à collaborer entre elles dans des rencontres interchambres. Madame Thériault nous en dit un peu plus à ce sujet. Ça permet aux membres de réseauter de façon un petit peu plus large au niveau des Laurentides, puis de découvrir là, des entreprises toujours dans une pensée un peu favoriser l'achat local en premier lieu, mais peut-être à plus large échelle. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'agriculture et d'horticulture. À plus tard Claude. Les usagers du train de banlieue et des autobus du transporteur EXO sont invités à participer à l'enquête Web Mobilité 2024, et ce jusqu'au lundi 30 septembre. L'exercice permettra à EXO de connaître les habitudes de mobilité des usagers et leur niveau de satisfaction par rapport à leurs expériences de déplacement. En répondant à l'enquête, ce qui prend environ 8 minutes, les usagers courront la chance de remporter un prix en argent. Toutes les réponses demeureront confidentielles et seront utilisées exclusivement pour les besoins de cette étude. À l'approche des Journées de la culture, la Ville de Saint-Jérôme annonce qu'elle lance un processus d'élaboration d'une toute nouvelle politique culturelle et patrimoniale. Ce projet réunit les secteurs politique, culturel, patrimonial, environnemental, économique, communautaire, de l'éducation et de la santé. Les citoyens seront invités à partager leurs idées et leurs besoins au printemps prochain dans le cadre de plusieurs exercices de participation publique, comme des activités de mobilisation, des ateliers participatifs, un sondage et des
des kiosques. L'adoption de la nouvelle politique est prévue à l'automne 2025. L'écrivaine et conférencière Madeleine Fortier annonce la parution d'un nouvel ouvrage intitulé « Les contes du pourquoi » pour inventer des histoires. C'est un ouvrage qui se veut une méthode d'écriture pour petits et grands. Elle est avec nous pour en parler. Madeleine Fortier, bonsoir. Bonsoir, Claude. Vous étiez venu nous voir à cette émission il y a 2 ans, je dirais, pour nous parler d'ateliers que vous dispensiez en vous basant sur votre connaissance des contes étiologiques. Puisque ça fait 2 ans, on va réexpliquer ce que c'est ça. D'accord. Alors, un conte étiologique ou un conte du pourquoi, c'est un conte qui raconte les pourquoi, l'origine des choses. Oui. Que ce soit pour les animaux, on peut parler des animaux, de la nature, des humains. Et l'idée, c'est de se poser des questions et d'inventer des réponses. Un peu comme dans les légendes amérindiennes où on se demande pourquoi le ciel, comment le ciel s'est séparé de la terre. Oui. Donc, c'est un peu le principe. On se pose des questions et au lieu de répondre de façon rationnelle et scientifique, on va inventer. On y va de façon plus fantaisiste. Plus fantaisiste et c'est très, très amusant. Vous aviez commencé même à explorer cet univers-là, vous l'avez mentionné, en vous intéressant à l'esprit des contes de tradition autochtone. Vous êtes ensuite intéressé à ce qui se faisait du côté de l'Europe. Quelles sont les différences ou les similitudes que vous avez observées d'un côté comme de l'autre? Disons que les contes du pourquoi en Europe, ça touche toutes sortes de sujets. Oui. Donc, ça peut être autant pourquoi les papillons volent d'une telle façon, tandis que les contes, les légendes amérindiennes, c'est vraiment plus spécifique, c'est vraiment relié à la nature. Plus strictement. Les contes du pourquoi, ça touche à tout. Ça touche tout. Tout. Donc, c'est pas obligatoire que ça touche des sujets environnementaux ou que ça parle de la nature. Là. On peut aller dans toutes les directions. Ça peut aller dans toutes les directions. En fait, on se pose des questions à partir de ce qu'on observe autour de soi. Oui, voilà. Donc, vous arrivez avec cet ouvrage que vous présentez comme une méthode d'écriture pour petits et grands. Méthode simple, dites-vous, en 3 étapes. Expliquez-nous les 3 étapes. Alors, la première étape, c'est tout simplement en ce temps-là. Donc, comment les choses étaient. Supposons, je donne un exemple. Supposons que je dis, en ce temps-là, le ciel était vert. Bon, j'ai le droit, hein? Je peux imaginer ce que je veux. Et ça, c'est la première étape. Donc, j'explique un peu comment ça se passait. J'explique, par exemple, que les humains étaient très malheureux parce que, c'est un peu glauque comme atmosphère. Et la deuxième étape, c'est un jour. Ah, oui. Donc, il y a eu quelque chose, une transformation. Donc, au début, il y a la situation. Deuxièmement, l'événement qui a changé les choses. Et ça peut être, par exemple, que le sorcier du village a décidé de créer un astre qui est allé chercher le jaune qui était dans le ciel. Donc, qu'est-ce qui est resté en enlevant le jaune? Il est resté le bleu. Ouais. Et la troisième étape, c'est depuis ce temps. Et c'est depuis ce temps que le ciel est bleu. Et là, je peux élaborer. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'élaboration à partir de la deuxième étape. Puis c'est sûr, imaginez comment ça se passait avant, mais surtout la deuxième étape. Puis finalement, après ça, on peut vraiment travailler la troisième étape aussi. Oui, on peut aller. Est-ce qu'on peut écrire tout un livre avec cette méthode-là? Oh oui. Donc, à qui ça s'adresse? Qui peut utiliser cette méthode-là? Est-ce qu'il faut que ça soit dirigé par un enseignant, un éducateur, éducatrice, ou si on peut s'en servir soi-même comme un guide? Mon objectif, c'était que tout le monde puisse s'en servir, puisse l'utiliser. Donc, j'ai fait des ateliers famille avec ça. C'est vraiment intéressant. J'ai aussi fait un concours auprès des adultes. Et la question était, pourquoi les tigres ont des rayures? J'ai eu des réponses extraordinaires. Oui. Donc, vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Pour les enfants, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient un petit peu dirigés, soit par moi ou par l'éducatrice ou l'éducateur ou les parents. Ils peuvent même dessiner leur histoire. C'est ça qui devient vraiment très intéressant aussi. Donc, c'est ouvert sur différentes formes d'art. Oui. Écoutez, cet ouvrage-là va être lancé le 5 octobre. Je précise que c'est 44 pages publiées aux éditions Rêverie, lancé le 5 octobre à la bibliothèque du frère Marie-Victorin à Saint-Jérôme. Oui. On a à peu près 30 secondes pour dire que vous faites aussi des conférences qui portent sur l'histoire de l'art et vous en avez toute une série, là. Oui. J'ai aux Arts-Éduc, j'ai Paul-Émile Bordua, Monet, Van Gogh,
et Dali. Bien, c'est ça. Allez sur le site web de Madeleine Fortier, vous allez voir toutes les plumes qu'elle porte à son chapeau. Vous en avez pour 1 heure au moins, minimum. Madeleine Fortier, merci. Merci beaucoup. La Ville de Mirabel annonce la signature d'une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour un montant de près d'1,5 million de dollars dans le cadre de son projet Signature Innovation du Fonds Région et Ruralité. Ce soutien financier permettra la création du Carrefour d'innovation éco-responsable de Mirabel, qui se spécialisera dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de la gestion de l'eau, de l'énergie et du traitement et de l'optimisation des résidus. La Ville de Sainte-Thérèse et le Collège Lionel Groux présentent les œuvres en art visuel de l'artiste tunisien-français Heidi Goba, intitulée « Le monde des bords et des plaines ». L'exposition sera présentée du 4 au 25 octobre prochain, du mardi au samedi, de midi à 17h, à l'espace de création et d'exposition du Collège Lionel Groux. Cette exposition gratuite présente une série de tableaux mêlant les paysages du Québec, nouvelle terre d'accueil de l'artiste, et ceux de la Tunisie, son pays d'origine. Le public pourra rencontrer l'artiste le jeudi 17 octobre à midi. Chronique culturelle maintenant, mais vous savez, on a changé la formule. On accueille les différents diffuseurs de la région qui viennent nous parler de leur programmation. Cette semaine, on reçoit Laurence Bourgeois du Centre de création de Boisbriand. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Claude. Le Centre de création, on le connaît parce qu'il est habité notamment par le Petit Théâtre du Nord, mais vous venez nous dire là, que c'est ouvert à la création, à la relève et à toutes sortes d'autres productions. Il y a un spectacle qui s'en vient d'ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, là, la nouvelle programmation 2024-2025 du Centre de création de Boisbriand a tout récemment été lancée. Il va y avoir vraiment beaucoup de spectacles là, dans la prochaine année qui vont naviguer en plusieurs disciplines différentes. Les gens vont vraiment avoir accès là, à une belle pépinière de talent là, dans la prochaine année. Puis moi, aujourd'hui, bien, plus particulièrement, c'est de l'Appel du lac dont je viens vous parler, qui est une création théâtrale de Marie-Lou Leblanc dans une mise en scène de Geneviève Gagné. Ça aura lieu donc du 17 au 19 octobre prochain au Centre de création de Boisbriand pour 4 représentations seulement. Et oui. À quoi on peut s'attendre en assistant à cette pièce-là? Oui, à beaucoup de choses. Bien, d'abord et avant tout, il faut savoir que Marie-Lou Leblanc, c'est une jeune autrice et comédienne professionnelle qui va aborder beaucoup des enjeux queer, féministes et anti-grossophobes dans son écriture. Évidemment, question d'alléger le tout, elle va amener ça avec un petit peu de cru, de pétillant, d'humour et de douceur. Mais l'Appel du lac là, va suivre cette lignée-là parce que on va citer à l'histoire d'une jeune femme qui va se voir tirailler entre l'appel de la grande ville, mais l'attachement qu'elle a pour sa région natale, puis ça sera pas une décision à prendre à la légère pour elle parce qu'aux deux endroits, ben il y a un être cher qui l'attend. Donc les gens vont vraiment assister là à un super beau récit sur la quête identitaire au commencement de la vie adulte, puis sur l'attachement à notre région également. Puis c'est Marie-Lou Leblanc elle-même et Marie Reid et Cam Poirier là, qui seront les interprètes de ce triangle amoureux là. Qui sont 3 récents diplômés, je pense, de l'École de théâtre professionnelle de Lionel Groux. Hein? Oui, exact. Dites-moi, Laurence, comment ce spectacle-là est né? Par quel chemin il est passé pour atterrir chez vous au Centre de création de Boisbriand? C'est une bien belle histoire, tout ça. En fait, ça remonte en 2022. L'Appel du lac, il a d'abord été lu sur scène dans le contexte du Festival du Jamais lu de Montréal. Puis elle y a reçu le prix, d'ailleurs, de l'Égrégore. Ça part bien. Exactement, pour cette création-là. Le prix de l'Égrégore, pour ça à la maison, c'est un prix qui est décerné là, dans le cadre du concours intercollégial d'écriture dramatique. Donc, en effet, c'est pas rien, ça part bien. Puis ensuite de ça, ben, le texte a traversé de l'autre côté de l'Atlantique, en France, pour être lu cette fois-ci au Jamais lu de Paris, à titre de coup de cœur là, de l'édition montréalaise. Il y a pire que ça. Exactement. C'est un bon départ pour Marie-Lou Leblanc, mais même après ce voyage-là en France, où elle est d'ailleurs là, retournée tout récemment pour un autre projet, ben, elle souhaitait revenir chez elle, dans ses racines, dans les Basses-Laurentides, là où tout a commencé dans le fond, pour se concentrer là, pleinement sur la mise en œuvre de cette création-là, puis entreprendre les démarches artistiques là, qu'il fallait pour y arriver dans le fond. Et donc, j'entends dans ma tête la chanson « Je reviens chez nous » de Jean-Pierre Ferland. Oui, il y a peut-être une résonance plus grande pour les gens. Ou je reviendrai à Montréal. Ou je reviendrai à Montréal. Laurence, l'Appel du lac est composé d'une équipe assez jeune. Pouvez-vous nous en parler davantage? Oui, tout à fait. Bien, comme vous l'avez mentionné également, Marie-Lou Leblanc, Marie Reid et Cam Poirier sont... Oui, je vous ai volé un punch. Ben non, il n'y a pas de problème. Ils sont tous trois là, ici du programme de théâtre professionnel du Collège Lionel Groux, qui est juste à côté. L'équipe de
production aussi autour du projet là, est assez composée de jeunes diplômés. Puis, j'ouvre une parenthèse sur le fait qu'on accueille des jeunes diplômés. En fait, c'est le mandat que le Centre de création Boisbriand... C'est dans l'ADN du Centre de création et du Petit Théâtre du Nord. Qui en sont le gestionnaire, oui. Exactement. Donc, c'est dans leur mandat que d'accueillir des artistes majoritairement issus de la relève, puis évidemment, en ayant le collège Lionel Groulx qui est juste à côté, ben le centre devient une vraie porte d'entrée là, venir à pied. Pour eux. Eh oui, pratiquement. Pratiquement, donc, à ce moment-là, les finissants n'ont pas besoin de courir les salles de répétition, les théâtres de Montréal. Ils ont accès à tout ça dans leur région, à côté. Donc, c'est vraiment super parce que je vous apprends rien, Claude, si je vous dis que souvent, au début, ça peut être très difficile pour les jeunes artistes diplômés, pour les nouvelles compagnies professionnelles de se lancer dans le milieu. C'est également très ardu d'avoir un endroit, d'avoir les ressources nécessaires là, pour concrétiser un projet. Donc, le centre de création est là exactement pour ça, leur permet là, d'avoir ce tremplin-là, ce lieu-là dédié à la création pour entreprendre des démarches artistiques, puis au final, rencontrer un premier public, valider leur travail. Un trésor régional, donc la pièce L'Appel du Lac, 17 au 19 octobre au Centre de création Boisbriand. Merci beaucoup, Laurence. Bien, ça me fait plaisir. Merci à toi. Selon une étude réalisée tout récemment par Commerce International Québec, il est clairement démontré que les petites et moyennes entreprises représentent 65 % de la valeur totale des exportations. On parle d'un chiffre d'affaires de 83,5 milliards de dollars seulement pour l'année 2022. Mais vous savez quoi? On peut faire mieux. J'en discute avec Ariel Retamal, qui est directeur général et commissaire à l'exportation chez Laurentide International. Monsieur Retamal, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, dites-moi, quelle place occupent les exportations dans le portrait économique global du Québec? Est-ce que c'est une activité importante? Oui, ça l'est définitivement une activité importante et ça porte encore à augmenter. Une des choses qu'on a remarqué justement dans l'étude, vous l'avez mentionné, effectivement, c'est l'importance que jouent les PME pour l'exportation. C'est sûr que ça a des retombées très positives et généralement, les PME, quand elles décident d'aller à l'exportation, elles réussissent à être plus innovantes. Et une des choses qui nous a surpris dans notre étude aussi, c'est que dans le fond, l'innovation fonctionne dans les deux sens. Oui. Elle fonctionne parce qu'elles exportent et parce qu'elles sont innovantes, elles sont capables d'exporter. C'est quelque chose qu'on a découvert effectivement dans cette étude. Les résultats justement de l'étude parlent d'eux-mêmes. Le sentiment général, c'est qu'on peut faire mieux, je le mentionnais en introduction. On va même jusqu'à dire que le potentiel des entreprises à ce niveau-là est même sous-exploité. En effet. Oui. Effectivement, ce qu'on a pu remarquer dans l'étude, c'est que les entreprises, les PME exportent beaucoup, mais elles exportent beaucoup sur un seul pays. Alors, nous, ce qu'on dit essentiellement, c'est qu'elles auraient intérêt à exporter sur plusieurs pays. Par chaque fois qu'ils se trouvent à aller chercher de nouveaux marchés, on revient à quintupler la valeur des exportations. Alors, il y a un défi ici qu'on a collectivement à surmonter, effectivement, c'est de s'étendre, de se diversifier sur d'autres marchés. Et c'est ce qu'on cherche à faire, nous, en appuyant les ORPEX, les organismes comme les nôtres, à aider les entreprises à justement non seulement exporter pour une première fois sur un marché comme les États-Unis, mais aussi d'élargir les horizons sur d'autres marchés à l'étranger. Donc, multiplier, diversifier les partenaires d'exportation, ça peut être plus facile à dire qu'à faire. C'est la raison d'être des organismes comme le vôtre. Qu'est-ce que vous avez à offrir aux entrepreneurs? Bien, essentiellement, on a remarqué que les défis sont, en fait, même dans les Laurentides ou à travers le Québec, là, on voit qu'un des défis premiers que les gens ont, c'est une méconnaissance des nouveaux marchés. Souvent, on se demande quel est le nouveau marché qu'on devrait exploiter, comment on devrait le faire. On a besoin d'avoir beaucoup de connaissances. Donc, nous, ce qu'on fait chez Laurentide International, c'est qu'on aide les gens en rédigeant des plans d'affaires à l'international ou même en réalisant des études de marché. Alors, ça permet de réduire les difficultés pour mieux rentrer sur un marché d'exportation en ayant tous les éléments en main pour mieux être capable de s'installer sur un marché de manière durable. Oui. Alors, ça, c'est un des enjeux qu'on voit. Dans les autres enjeux qu'on a aussi dans la région et au Québec aussi, là, c'est
les entreprises ont de la misère à aller chercher des sources de financement parce qu'on sait qu'une démarche à l'exportation, ça peut être très dispendieux. Oui. Alors, une des choses qu'on fait pour les aider, c'est justement de les aider à bien planifier leur stratégie à l'exportation pour être capable d'aller chercher des aides financières gouvernementales quand elles arrivent. Oui, parce que vous dites qu'avec un seul nouveau marché, oui. Une entreprise peut quintupler la valeur de ses exportations. Ça peut faire peur, ça. Parce qu'il faut suivre, j'imagine, une nouvelle cadence de production. Tout à fait. L'exportation, c'est ça que ça produit, là. C'est essentiellement, dès qu'on rentre juste aux États-Unis, on est dans un marché 10 fois plus gros. Fait que ça pousse les entreprises à faire des investissements majeurs ici localement pour être capable de desservir les marchés d'exportation. Alors, c'est quelque chose qu'on veut vraiment pousser les entreprises à faire. Et évidemment, nous, on les aide justement, comme je disais, soit en planifiant la démarche, soit en étudiant les marchés, soit en les aidant à aller chercher les aides financières. Et aussi, le troisième problème, le troisième enjeu que vivent les entreprises, c'est tous les obstacles logistiques, parce que c'est bien beau de dire on va exporter, mais des fois, on veut savoir comment s'y prendre, surtout dans des marchés qui sont un petit peu plus exotiques, là. Et je dis souvent la blague, exotique, c'est à l'extérieur des États-Unis. C'est ça. Écoutez, moi, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent être craintifs ou tout simplement ignorants de toutes les facettes du marché de l'exportation. Vous êtes là pour les aider. Oui. J'invite les gens à visiter votre site web. Il y a plein de documentation et ils sauront à ce moment-là comment communiquer avec vous. Ariel Retamal, directeur général de Laurentide International, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. On est de retour avec Clara Matéjonet. Clara, cette année, le Collège Lionel Groulx fête les 25 ans de son département d'agriculture et d'horticulture. Vous nous avez préparé un reportage. Oui, Claude, c'est un département qui tient 2 programmes, gestion et technologie d'entreprise agricole, ainsi que technologie de la production horticole agro-environnementale. J'ai donc profité de l'occasion de cet anniversaire pour visiter les installations de ces programmes et découvrir les activités auxquelles prennent part les étudiants et étudiantes. Et je vous propose d'explorer ça à votre tour ce soir. Aujourd'hui, on est au Collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse et puis dans le cadre du cours de gestion de récolte et post-récolte maraîchère, les étudiants font la vente des légumes du potager la saison estivale 2024. Fait que c'est la grande vente aujourd'hui puis la semaine prochaine. Les étudiants ont implanté toute la production en mai dernier. Un étudiant a été engagé pour s'occuper de l'entretien estival. Puis là, dès que la session a repris cet automne, là, les étudiants, on est venus faire des tests de rendement. OK, comment ça va, combien de légumes on va sortir pour chaque type de produit. Puis là, on a fait les récoltes, on a fait le conditionnement, puis aujourd'hui, c'est la vente. C'est ici que les étudiants mettent les mains à la pâte. Donc, pour les compétences au niveau des cours de production. Ici, qu'est-ce qui se passe présentement derrière moi, ce que vous voyez et ce que je peux vous montrer, ce sont les poinsettias pour Noël, pour le marché de Noël. Donc, il y a d'autres productions qui vont ouvrir bientôt, cyclamen, amaryllis, cactus de Noël, que nous allons vendre aussi au marché de Noël au Collège Lionel Groulx. C'est un événement qu'on fait à chaque année. Comme on fait un événement aussi, lorsque c'est le printemps ici, on fait des productions de printanières, donc on vend pour le marché horticole. Donc nous vendons des fleurs, des potées fleuries, des légumes, des plants de légumes, etc. Des aubergines, des choux rouges, des choux raves, des fines herbes. Ils ont même fait des fines herbes séchées, des tomates cerises déshydratées, des carottes. Faut en nommer les haricots, les choux de Bruxelles, donc une bonne panoplie là, de bons légumes frais. On est sur la ferme école Collège Lionel Groulx, fait qu'on est à Saint-Eustache. Présentement, nos étudiants, on apprend à conduire les tracteurs façon sécuritaire, bien sûr, puis le branchement des différents équipements à l'arrière, puis se servir des équipements, donc être en action avec, par exemple, préparation du sol, c'est de brancher un équipement et préparer le sol avant l'automne. Le programme de technologie de la production horticole agro-environnementale a une nouvelle compétence qui est agriculture urbaine. Donc cette compétence-là, nous n'avons pas les équipements pour la développer comme il faut. Alors nous avons acquis des équipements
comme des tentes de culture, des étagères de culture aussi. Tout ce qui se fait finalement pour l'agriculture urbaine qui pourrait se produire dans des bunkers, dans des entrepôts, dans des sous-sols. Donc ce sont des choses qui se sont mises en place présentement et qui apparaissent dans nos serres aussi et qui pourraient être développées dans le futur pavillon aussi de façon différente. 25 ans, il y a eu vraiment beaucoup de projets. Dès nos débuts, on a commencé en faisant des ventes vraiment dans le pavillon à Sainte-Thérèse, là, vraiment au 100 rue Duquette. Fait que des ventes de Noël, des ventes de printemps à Pâques. À un moment donné, on a instauré le marché horticole qui a lieu au printemps, puis maintenant c'est très très gros. Les gens à Sainte-Thérèse attendent le marché pour venir acheter leurs transplants. Ça fait 25 ans, mais j'en reviens pas que ça fait 25 ans. À vrai dire, là, c'est vrai, ça fait pas, il me semble, si longtemps qu'on a commencé cette aventure-là, là, d'être enseignant avec l'équipe en place. Là, c'est vraiment, on est une équipe de profs dans le département qui est vraiment superbe. Fait que c'est sûr qu'au fil des années, on a évolué parce que on a changé de site, les sites de production, on est à Mirabel, là maintenant on a notre ferme-école à Saint-Eustache. C'est sûr que c'est très aidant pour les activités pédagogiques là, qu'on propose à nos étudiants. On est super contents, ça fait 25 ans. Puis là, je dirais qu'avec cette ferme-là, vraiment, on peut s'amuser au maximum. Parce que là, c'est sans limite. Dans le fond, c'est nos idées, puis là, on peut les réaliser. OK? Fait que c'est sûr qu'on a réussi, là, tu sais, toutes les années antérieures à faire le maximum au champ et en serre. Mais là, maintenant, c'est comme, c'est beaucoup plus facile, on a beaucoup plus de liberté, OK? Pour faire le côté terrain. L'objectif ultime, si on peut dire, c'est de ramener toutes les activités agricoles ici, vraiment à Saint-Eustache, sur la ferme école. Pour moi, ça, c'est justement l'image d'une école d'agriculture, tu sais, un bâtiment qui est dans le champ. Vraiment d'avoir le bâtiment, les serres. Puis c'est vraiment le fun d'être dans une salle de classe le matin, commencer le cours, donner les explications, puis après ça, sortir, faire dans le champ, tu sais, juste en arrière, puis revenir après, puis... Fait que ça, pour moi, c'est ça, une école d'agriculture. C'est, on a tout plein d'installations au même endroit. Merci beaucoup, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.